Bonjour, je fais juste un petit raccord technique avec Pauline pour savoir si, Pauline, si tu nous entends. Je ne sais pas où il faut regarder. Oui, très bien. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu es là? Oui, tu m'entends? Oui. Pas. Alors juste, je vais regarder sur le téléphone. Il est là, il entend. Pauline, c'est là. Voilà, bonjour, je m'appelle donc Erika Ribéry, je suis enseignante-chercheur à Aix-Marseille Université. Voilà, la petite précision, c'est que nous avons réalisé cette communication avec Pauline Amiel, qui malheureusement n'a pas pu être là, qui est maître de conférence à AMU, dans Aix-Marseille Université. Donc naturellement, je parle pour nous deux. Et elle est présente en visio, donc elle pourra répondre après aux questions avec moi. Donc, pour ce colloque, nous avons choisi avec Pauline d'approcher la question des transitions par le biais des médias, puisque ceux-ci, du fait de leur rôle démocratique, sont l'un des acteurs prédominants dans l'espace public dans lequel vont pouvoir se nouer les controverses sur les transitions écologiques, et la communication précédente l'a déjà montré. Nous avons choisi de nous focaliser plus précisément sur ce que l'on appelle les podcasts natifs, un objet médiatique novateur en plein essor qui attire un public toujours plus nombreux. Dans ces podcasts, on voit certaines thématiques qui sont privilégiées par les producteurs, parmi lesquelles la question des transitions est très présente. Pour traiter cette question des transitions, on voit aussi que les producteurs de podcasts utilisent souvent une approche qui est celle du journalisme de solution, qui est donc celle du journalisme de solution, dont la question des transitions est là aussi un objet privilégié. Alors, pour préciser, ceux qui ne connaîtraient pas bien, le journalisme de solution, c'est donc une démarche professionnelle qui est basée sur les principes de l'investigation et d'une rigueur éthique qui encourage les journalistes à proposer des solutions potentielles aux enjeux de société. Donc, au vu de ces éléments, on voit que les podcasts sont donc à la fois représentatifs de l'intérêt du public pour les transitions écologiques et des mutations des industries culturelles et médiatiques, ce qui nous a amené à les considérer donc comme des objets médiatiques pertinents pour tenter de comprendre et d'analyser l'une et l'autre de ces dimensions. Du point de vue des médias d'information, on le sait, ils vivent une phase de transition importante qui a pour effet notamment de renforcer le flou qui entoure les frontières de cette profession. Du point de vue de la question des transitions, il faut rappeler que l'âge des transitions, comme l'appelle Chabot, concerne à la fois le rapport naturellement des individus à la planète, mais aussi leur place dans la société, le rôle démocratique des médias d'information, le développement durable et la transition écologique en tant qu'objet communicationnel peuvent déjà donc permettre, et dans un premier temps, d'aborder et de saisir ces différents mouvements en cours. D'une autre manière, les podcasts participent, on peut aussi dire que les podcasts participent directement des controverses actuelles sur les transitions écologiques, dès lors qu'on les envisage dans la perspective de la définition que donne l'ACUM des controverses, à savoir, et je le cite, des séquences de discussion et d'affrontement entre des points de vue divergents sur un sujet et des temps d'exploration et de stabilisation des enjeux durant lequel la diversité des dimensions, la pluralité des acteurs engagés et des voies d'action possibles sont envisagées avant la clôture politique. On peut enfin resituer les positions du chercheur donc de Jean-Baptiste Comby dans ce paradigme de la controverse comme séquence de discussion, puisque celui-ci souligne une tendance à l'individualisation des problèmes publics et à la dépolitisation des questions sur les transitions énergétiques et écologiques.
Donc, à partir de ces présupposés, nous nous sommes demandé avec Pauline comment les podcasts sur les transitions écologiques cristallisent à la fois les mutations du journalisme et les enjeux actuels du traitement communicationnel des problématiques environnementales. Du point de vue de la méthode, pour y parvenir, alors d'abord, on s'inscrit dans la perspective de Hansen, qui encourage à envisager l'étude des messages médiatiques sur les enjeux environnementaux dans leur globalité, leur complexité, c'est-à-dire de leur production jusqu'à leur réception. Pour ensuite établir notre corpus, nous nous sommes concentrés sur les corpus qui traitaient la problématique environnementale précisément avec ce positionnement solution, c'est-à-dire qui affichaient dans leur présentation, par exemple les paratextes ou les jingles, la volonté de présenter aux auditeurs des solutions sur la question des transitions. Nous avons ainsi sélectionné 10 podcasts que voici, qui ont été diffusés entre 2017 et aujourd'hui, qui durent entre 15 et 80 minutes, chaque podcast étant composé de plusieurs dizaines d'épisodes. Fallait ensuite donc analyser ces podcasts. Nous avons, dans un premier temps, on s'est intéressé donc plus au côté production. On a dans un premier temps mené une analyse systématique et formelle des producteurs, de leur financement, mais aussi de leur inscription dans le code du journalisme ou de la communication. Et ensuite, nous avons procédé à l'analyse qualitative du premier épisode de chaque podcast à partir donc de la grille que vous voyez ici. Notre objectif avec cette grille, c'était de comparer les discours et leur construction, mais aussi plus largement le rôle de ces discours dans les controverses sur les transitions. Cela en prenant en compte non seulement le contenu des podcasts, mais aussi, pour reprendre la terminologie de Bakhtin, les effets de dialogisme et d'écho des podcasts avec d'autres discours précisément produits sur les transitions. On a cherché ainsi à analyser ces podcasts à la fois en eux-mêmes, mais aussi dans leur écosystème global. Pour construire la grille d'analyse plus précisément, on a d'abord établi un premier critère qui est celui de la démarche narrative, qui nous a permis d'analyser plus spécifiquement, précisément cette démarche narrative et le format journalistique adopté. Pour les 4 autres critères, nous nous sommes basés sur les 4 critères du journalisme de solution définis par Pauline dans son ouvrage sur la question, ce qui nous permettait, en fait, in fine, d'étudier les 2 dimensions qui nous intéressaient, à savoir l'inscription dans les codes du journalisme de solution et le traitement de la question des transitions, tant sur le fond que sur la forme. Pour le dernier critère, qui est celui de la volonté d'impact, je m'attarde un peu plus, puisque on est revenu et on s'est basé sur ces 2 dimensions évoquées précédemment, que souligne Combi, à la fois l'individuel et la politique, puisque notre objectif était de voir dans quelle mesure la médiatisation, en particulier ici par le biais des podcasts, renforcer les effets de dépolitisation que présentés par le chercheur ou non. Et en fait, ce que nous allons voir, c'est qu'il y a une 3e dimension qui est apparue et qui s'est imposée avec beaucoup de force dans les podcasts, ce qui me permet de passer à nos résultats. Il y en a 2 principaux. L'un qui va concerner ce que les podcasts sur les transitions disent des mutations et médiatiques, et l'autre, ce que les podcasts sur les transitions disent du traitement communicationnel des problématiques environnementales. Ces résultats se déclinent en plusieurs axes que je vais maintenant détailler. Dans les premiers résultats sur ce que les podcasts disent sur les transitions, sur les mutations médiatiques, je rappelle que tous les podcasts ont été sélectionnés parce qu'au départ, ils affichent dans leur présentation une approche solution. On s'attendrait donc à ce qu'ils répondent aux critères du journalisme de solution de la grille. On a donc regardé dans le détail
On a donc regardé dans le détail, en reprenant les critères principaux identifiés. Ce que l'on voit, c'est qu'au niveau du format, ce qui dépasse le journalisme de solution et de la volonté d'impact, tous les podcasts répondent à ces deux critères. Tous utilisent assez logiquement des formats journalistiques, interviews, reportages, témoignages. Tous affichent dans le podcast lui-même ou dans les éléments de présentation la volonté de jouer un rôle, d'avoir un impact sur la question des transitions écologiques. Concernant maintenant l'implication du public, qui est un autre critère, la majorité des podcasts, 6 sur 10, témoignent d'une volonté, à un moment donné, d'impliquer l'auditeur dans une communauté, un nous dans lequel il se voit inclus. Cette implication, ce qu'on voit, c'est qu'elle se fait selon différents niveaux et modalités plus ou moins fortes. Ça va de la simple mention d'un ou plusieurs nous, jusqu'à des procédés plus développés, par exemple, de déculpabilisation de l'auditeur par rapport à ses propres pratiques sur la transition. Concernant l'approche solution, le troisième critère, on la retrouve dans 7 podcasts sur 10, avec un développement plus ou moins approfondi et précis des 3 étapes que sont la description du sujet et de la solution proposée, la mesure de l'efficacité de cette solution et puis les limites de cette solution. Donc ça, on le retrouve dans 7 podcasts sur 10, mais on remarque aussi de fortes différences entre les podcasts dans l'approche plus ou moins rigoureuse de ces 3 dimensions, ce qui nous amène au dernier critère qui est en fait le plus problématique, puisque c'est en effet sur le critère de la démarche journalistique à la fois de rigueur et de démarche d'investigation que le bas blesse, puisqu'on retrouve ce critère respecté par seulement 3 podcasts sur 10. Et donc, on peut dire qu'au final, 7 podcasts ne respectent pas à la fois les critères de déontologie et la démarche d'investigation qui caractérisent le journalisme de solution. Et ces podcasts, donc ces 7 podcasts, on pourrait plutôt les qualifier de ce que l'on a appelé avec Pauline un journalisme positif inspirant, plutôt que de solution. Parmi ces 7 podcasts, on remarque d'abord que les 3 podcasts qui répondent à tous les critères, ils sont tous assurés par des journalistes en rédaction qui sont associés à des médias. Et parmi les 7, au contraire, on a des profils beaucoup plus variés. Alors, il y en a 3 qui sont assurés effectivement par des journalistes en rédaction. Et ensuite, au règne des autres podcasts, ce sont des profils beaucoup plus variés. Une experte podcast et en production indépendante, une entrepreneuse qui est à la tête de The Good Goods, une entreprise qui est enregistrée comme régie publicitaire et de médias, mais qui est présentée comme le premier média francophone sur la mode responsable. Ce n'est donc pas un média journalistique. Un portail internet qui s'appelle Ecopo, qui là se présente comme le média de l'économie positive, mais qui, idem, n'est pas un média journalistique puisqu'il n'est pas reconnu par la CPPAP. Et une entreprise de production de podcasts, Badavam, qui en fait sous-traite pour une entreprise d'aide à la création d'entreprises en ligne. Donc, on voit que cette diversité des profils rend une identification des producteurs de podcasts en réalité très compliquée pour l'auditeur. Et il devient très difficile, quand on est face à ces podcasts, de savoir qui parle et d'où. De la même manière, on voit que l'affichage solution ne garantit pas forcément l'approche journalistique. Et ce brouillage de frontières, en réalité, à la fois sur le niveau de produit médiatique qui est le podcast et sur la forme de traitement des transitions par l'approche solution, correspond en réalité parfaitement à ce grand continuum des métiers de la production de contenu en ligne, pour reprendre l'expression de Neveu, que l'on peut aussi rapprocher du paradigme du journalisme de communication conceptualisé par Brun, Charon et Bonville. Face à ces éléments, et pour conclure sur ces premiers résultats, on peut dire de manière assez simple et catégorique que les podcasts sur les transitions par une approche solution sont complètement représentatifs des mutations actuelles des médias.
Je peux donc passer au deuxième résultat qui concerne donc ce que les podcasts du corpus disent du traitement communicationnel des problèmes environnementaux. Pour répondre à cette question, on est revenu à la définition des controverses de Pierre Lacombe. Le podcast permet donc, on l'a envisagé comme ça, un temps d'exploration et de stabilisation des enjeux qui permet d'envisager à la fois la diversité des dimensions, la pluralité des acteurs engagés, les voies d'action envisagées. Ce sont ces trois dimensions que l'on a, ces trois aspects que l'on a cherché à analyser dans les podcasts et sur lesquels je vais donc revenir. Alors, sur la diversité des dimensions, qu'est-ce que l'on voit dans les podcasts ? D'abord, on a cherché à analyser comment ces podcasts participaient du traitement communicationnel des problématiques environnementales à partir de la distinction faite par Combi entre l'approche par la dimension individuelle et politique. Et ce que l'on voit dans les podcasts, c'est que ces deux dimensions apparaissent bien à l'analyse. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'une troisième dimension très forte apparaît, puisqu'elle apparaît dans 8 podcasts sur 10, et cette dimension, c'est la dimension économique. Concernant la pluralité des acteurs engagés, on voit qu'elle est présente. En revanche, on note des grands absents, qui sont les politiques, puisqu'il n'y a jamais de politiques qui sont interrogées dans le cadre de ces podcasts. Dans une autre perspective et concernant le pluralisme des acteurs engagés, en tant que le podcast qu'on a envisagé comme séquence de discussion sur des points de vue divergents sur des sujets, on remarque que dans les podcasts, il y a en fait peu de polyphonie à l'intérieur même des podcasts. On retrouve cette polyphonie seulement dans 2 podcasts, qui ont d'ailleurs le même format journalistique, et qui sont 2 des 3 podcasts qui respectent tous les codes du journalisme de solution. Ces podcasts, on y voit en fait une mise en scène du journaliste qui se pose une question vis-à-vis des relatives aux transitions, et qui, pour répondre à cette question, dans une démarche d'investigation, va rencontrer différentes personnes impliquées, chercheurs, etc., pour pouvoir répondre à la fin du podcast, donner des éléments de réponse aux auditeurs. Les autres podcasts, en réalité, ont tous le même format, à savoir l'interview. Alors, ce format coûte pas cher, ça c'est certain, mais on voit la limite aussi, c'est qu'il ne permet pas, par définition, de faire entendre plusieurs points de vue sur le sujet, si ce n'est par l'allusion ou la référence, et même comme ça, c'est assez rare. Je passe aux voies d'action possibles. Les voies d'action envisagées dans les podcasts vont s'inscrire dans une ou plusieurs des dimensions définies, donc les 2 individuelles politiques, mais aussi la troisième que nous avons identifiée, à savoir l'économique. À partir de ces 3 dimensions, on a pu identifier 4 types de voies d'action différentes qui combinent, proposées et explorées dans les podcasts, qui vont combiner plus ou moins les différentes dimensions. Alors la première, c'est les podcasts qui ne reposent que sur l'individualisant. C'est la voie d'action que l'on a appelée inspiration. On trouve ensuite des podcasts qui vont combiner l'individualisant et l'économique, qui là, généralement, présentent la création individuelle de produits ou d'entreprises en faveur ou au prétexte, c'est la question des transitions. Et ces 2 premières voies d'action, donc l'inspiration et l'individualisante économique, sont toutes en fait envisagées des podcasts par les journalistes sur le format de l'interview. Aucun des podcasts non concernés qui s'inscrivent dans ces 2 voies ne répondent en réalité à tous les critères du journalisme de solution. Et on remarque enfin que ce sont aussi les podcasts que l'on a rapprochés dans nos premiers résultats de ce que l'on a appelé ce journalisme positif inspirant. C'est-à-dire que dans le traitement qui est fait, l'attention du journaliste et des questions qu'il pose porte en fait plus sur la personne que sur la solution
qu'elle propose, en faisant presque de ces personnes finalement des porte-drapeaux, des leaders inspirants de la transition. La troisième voie d'action, c'est la voie de l'individualisant avec une coloration politique plus ou moins forte et assumée. C'est celle qui dessine la voie d'action du changement de système par la décroissance et la sortie du capitalisme, même si ce changement de système n'est pas tout le temps assumé. Enfin, on a identifié une quatrième voie d'action présente dans un seul podcast qui recouvre en réalité toutes les dimensions et fait la synthèse des différentes voies d'action précédentes. C'est celle qui fait de l'entreprise qui présente l'entreprise comme nouveau lieu du bien commun. Donc c'est un podcast qui s'appelle Entreprise en mission et la voie d'action proposée est portée par Virginie Segers, l'invitée qui a créé un nouveau statut d'entreprise. Et en fait, dans ce podcast, elle affirme clairement son propre engagement individuel au service d'une refondation de l'entreprise comme, je la cite, lieu de préservation des biens communs de l'humanité. Mais cette refondation passe aussi par le politique, puisque son action a permis une réforme du Code civil et la création d'un nouveau statut d'entreprise. Mais on voit aussi que ce passage par le politique, finalement, et le législatif a comme vocation, quelque part, de le remplacer, puisque l'initiative du changement de système économique et politique vient de la démarche volontaire de l'entreprise et pas de la volonté ni des décisions des dirigeants politiques. En conclusion, nous pouvons donc dire que nos résultats permettent de faire avancer les recherches sur les traitements communicationnels des problématiques environnementaux, en ce qu'ils confirment d'abord une forte tendance à la dépolitisation et à l'individualisation de ces enjeux, mais ils permettent surtout de mettre au jour une troisième dimension particulièrement féconde pour aborder les voies d'action possibles pour œuvrer aux transitions environnementales, à savoir la dimension économique. Enfin, une limite, un aspect important n'a pas pu être envisagé dans le cadre de cette étude, à savoir la réception du podcast du corpus. L'analyse de la production et du contenu de ceux-ci ont déjà permis de tirer des conclusions très riches, mais comme le suggère Hansen, dans la perspective duquel on se situait au début, il faudrait en réalité aussi prendre en compte la manière dont les podcasts sont reçus et par qui, pour réellement mesurer l'impact de ces messages médiatiques sur les enjeux environnementaux dans la société. J'en ai fini et je vous remercie de votre attention et nous sommes là avec Pauline pour répondre à vos questions. Je propose qu'on prenne 2 ou 3 questions et puis qu'on vous y répondez en bloc. Il y en a déjà une en ligne que je vais répéter, mais vous avez déjà répondu en fait, de M. Gérard Pivoton. Vous a-t-il été possible d'explorer non seulement les contenus et les conditions de production, mais davantage leur possible impact ou les profils fonctions cognitives de ces messages, mais vous avez déjà répondu en partie, je pense. Voilà, donc une première question, on peut en prendre peut-être d'autres, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Oui. Allez-y, oui, pardon. Bonjour, merci pour cette présentation. Le podcast est un objet effectivement très intéressant à étudier. Peut-être il y a une dimension que vous ne donnez pas, qui nous donnerait peut-être des clés de compréhension sur le fait que le podcast situé sur les thématiques de la transition écologique ou des préoccupations environnementales se vide un peu de substance au niveau d'un, je ne sais pas, on pourrait parler d'un engagement militant ou d'un engagement politique. C'est la question de la mise en scène de soi. C'est-à-dire que le podcast comporte de plus en plus une véritable exposition de soi, une mise en scène de soi, qui évidemment vient forcément télescoper le discours, le message, le contenu qu'on veut faire passer. Et je vous encouragerais alors à aller vers les travaux de votre propre laboratoire, notamment votre serviteur qui est en face de vous, sur l'individuation. Vous parlez de l'individualisation, je pense qu'il faudrait que vous alliez jusqu'à l'individuation. Si on considère que le grand mouvement des technologies, de l'information et de la communication, ça commence par l'émancipation, puis l'individualisation, le mouvement peut-être se distingue quand je dis mouvement. Je vous conseille peut-être d'aller voir là, parce que si on considère que dans le podcast, il y a vraiment un récit qui se construit autour de la mise en scène et de l'exposition de soi, et on voit implicitement ou explicitement que vous le soulignez. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'à ce moment-là, le contenu puisse dériver en termes de substance quand il s'agit d'un message
particulièrement préoccupant ou engagé. Et l'individuation, qui se cadre aussi un peu sur les réflexions qu'on a eues au sein de l'INSEE, plutôt côté tout le monde, je vous l'accorde, mais il faut déporter votre regard. Pauline qui est là, c'est pas. Du côté de l'acculturation numérique, peut-être vous amener à aller un petit peu plus loin que ça, et notamment sur cette question que je trouve importante, c'est le récit de soi-même et l'exposition de soi. Il permettrait peut-être de comprendre, d'avoir des clés pour comprendre aussi pourquoi le message, d'une certaine manière, soit se singularise tellement qu'il n'est plus forcément dans une portée ou une atteinte collective, soit qu'il se perd un peu de substance, soit de militant, soit d'engagement, etc. Merci beaucoup. On va aller regarder, du coup, naturellement. Est-ce que Pauline, tu as quelque chose à répondre ou à développer? Oui, merci, merci Je beaucoup. dis ça parce que l'objet de podcast me semble justement, oui, oui, non, plus que d'autres, un objet particulièrement sensible. Oui, non, mais en fait, j'ai des choses, mais je ne sais pas si laisse vous réagir m'entendez. Pauline si elle le souhaite. Juste activer peut-être le son sur l'ordinateur aussi. Ouais, je sais pas oui, si elle vous est là, m'entendez. voilà. C'est qu'on est vraiment deux. J'ai beaucoup parlé, je vais la laisser parler un petit peu. Elle est là. Bonjour. Voilà, vous m'entendez? Pauline. Vous m'entendez, oui? Là, bonjour. Attends, parce qu'on ne t'entend pas encore. Ah, je ne sais pas si ça fonctionne. Non? J'ai activé mon micro. Non, ça ne marche pas. Ça y est. Ah, Je peux le mettre ici, mais. Non, ça va pas aller. super. Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez, ouais? Non, ça va être compliqué, mais peut-être aussi, je coupe votre micro ici. Ça fonctionne ou pas? Oui. Bon. Ah, d'accord, excusez-moi. Bon, ben voilà, excusez-moi de ne pas être présente aujourd'hui. J'aurais beaucoup aimé, mais j'ai été retenue à Marseille. Merci pour les questions. Je crois avoir reconnu la voix de Michel. Donc, merci beaucoup, Michel, pour tes suggestions. Effectivement, je pense que c'est une piste qu'on n'a pas du tout envisagée avec Erika parce que c'est une recherche qu'on a commencée relativement récemment finalement et puis avec nos perspectives propres qui sont celles du discours et puis plus particulièrement du discours journalistique. Mais je crois que ça peut être extrêmement riche pour poursuivre cette recherche parce qu'on aimerait beaucoup la poursuivre. Elle nous a vraiment passionnés et à mon avis, elle peut être éclairante des questions qu'on aborde pendant ce colloque. Merci également pour la question de M. Piroton dans la conversation. Voilà, c'est aussi une des perspectives qu'on envisage d'explorer parce qu'on parle beaucoup d'impact dans le journalisme de solutions et puis dans les podcasts. Et c'est toujours voilà, un angle qu'il faut aller explorer. Et je crois que ça concerne beaucoup, en général, les études des messages médiatiques. Finalement, les impacts et la réception est très peu étudiée, donc ça nous concerne également. Voilà, donc c'est de fausses réponses. Voilà.
Oui, donc au niveau est-ce qu'on les voit comme des influenceurs? Je ne sais pas si on les voit comme des influenceurs. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils répondent complètement à ce flou des métiers et que finalement, un auditeur qui écoute, est-ce qu'il fait vraiment la différence entre un journaliste et une productrice indépendante de podcast et un podcast qui dépend en fait d'une entreprise, et que finalement, tous ces messages sont, j'ai l'impression, presque même mis au même niveau. Et que du coup, ça replace et ça amène à aussi réfléchir justement la place des uns et des autres. Et c'est ça qui est, à mon avis, à réfléchir. Et qui va passer aussi par justement cette mise en scène qui va jusqu'aux journalistes, alors avec des démarches journalistiques, mais justement ces deux journalistes qui disent je dans le podcast et qui mettent en scène leur propre investigation. Donc qui va complètement, voilà, c'était aussi ma réponse. Oui, je pense que ça ouvre effectivement des perspectives très intéressantes à étudier, parce que ce soit sur les invités ou sur la mise en scène du journaliste, il y a effectivement beaucoup autour de ça. Et qui va donc d'une tendance très forte, mais qui aussi est une autre tendance qui est forte, qui est ce continuum en fait finalement des métiers et ce positionnement qui est flou et qui devient du coup, il faut le voir aussi en termes de réception, et c'est là que ça serait intéressant d'aller voir comment sont reçus en fait, et comment les personnes qui écoutent justement reçoivent, parce que finalement c'est pas nous, c'est de dire les gens qui les écoutent, comment est-ce qu'ils perçoivent, est-ce qu'ils font la différence entre le journaliste de LCI ou de RT Radio et la productrice indépendante de podcast. C'est, je pense, vraiment une question à poser. Là, c'est peut-être des questions d'interprétation. Oui. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore une question en ligne. Malheureusement, on n'a plus le temps de la prendre. Je vous propose peut-être de la poser dans la conversation et vous peut-être répondre. Très bien. Et on va déjà pouvoir passer à la troisième présentation. Merci beaucoup. Encore merci à tous.